Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il a traversé le 19e siècle comme une comète. Évariste Galois demeure l'un des plus grands mathématiciens français. C'est son destin que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons revivre en effet la vie fulgurante de ce jeune cerveau, après quoi nous recevrons François-Henri Désérable pour éclaircir un certain nombre de mystères et de zones d'ombre dans cette étrange existence. Et où nous emmènerez-vous à la fin de l'émission alors ? Pas très loin d'ici. Nous allons aller nous promener du côté du lycée Louis-le-Grand, de l'ancien collège de Clermont, vous savez, qui est un véritable creuset de la pensée française. On n'imagine pas le nombre de très célèbres personnalités qui ont étudié au lycée Louis-le-Grand. Est-ce que vous saviez par exemple qu'il y avait autrefois des cachots dans ce lycée ? Ça fait partie des révélations que je vous réserve pour tout à l'heure. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Évariste Galois n'a vécu que 20 ans et 7 mois. C'est une vie bien courte, me direz-vous, et en même temps c'est une vie bien remplie. Ce garçon semble avoir tout connu, l'engagement révolutionnaire, la prison, la passion amoureuse, et puis bien sûr peut-être d'abord et avant tout la découverte d'un certain nombre de théories fondamentales en mathématiques, une existence romantique s'il en fut jamais. L'image que nous avons gardée d'Évariste Galois est celle d'un génie incompris. En quelque sorte, c'est évidemment une incarnation du romantique tourmenté, visionnaire et en même temps le père des mathématiques modernes. Or, au-delà de l'œuvre qu'il a laissée, il y a cette destinée fulgurante, cette fureur de vivre qui lui a fait brûler les étapes et s'engager pour la République, s'engager corps et âme après la Révolution de 1830. Il s'est fait tuer, je vous le disais, en duel quelques mois avant son 21e anniversaire. Et pourtant, rien ne destinait Évariste à cette vie tellement tourmentée. D'abord, il n'était pas très précoce. Il faut vous dire que dans son enfance et dans son adolescence, c'était même un écolier plutôt médiocre. Il était né sous l'Empire, il était né le 25 octobre 1811. Il est né à Bourg-la-Reine, dans une famille de notables. Sa mère, Adélaïde Marie de Mantes, est issue d'une famille de juristes. Quant au père, Gabriel Galois, lui est d'origine un peu plus modeste. Il est le maire de Bourg-la-Reine. Il dirige un pensionnat qui est rattaché à l'université. On peut dire que c'est la mère qui, dans toute l'enfance d'Évariste, va prendre en charge l'éducation de ce jeune garçon jusqu'à ses 12 ans. Elle lui apprend le français, les langues anciennes, la littérature latine et, à l'âge de 12 ans, en 1823, il entre donc au pensionnat du lycée Louis-le-Grand. Vous avez bien compris que Louis-le-Grand, c'est l'établissement de l'élite, évidemment, qui prépare aux plus hautes fonctions, essentiellement dans les carrières libérales, médicales, juridiques, etc. C'est le lycée qui préparait déjà à l'époque, en 1823, qui préparait aux grandes écoles. C'est un changement pour le garçon brutal, avec un régime disciplinaire strict, des élèves surveillés en permanence, punis en cas de manquement au règlement. Bref, il va falloir qu'Évariste s'adapte. Ses 2 premières années en classe de 4e et de 3e se déroule relativement bien. On ne peut pas dire qu'il montre de dons particuliers, mais il engrange les résultats tout à fait satisfaisants. Il va se distinguer au concours général de grec. Et pourtant, à partir de la seconde, d'un seul coup, les résultats scolaires d'Évariste se mettent à chuter au point qu'on le somme de redoubler. Il va donc se retrouver en seconde pour la 2e fois. Lui qui jusqu'alors était dans une voie littéraire, il va choisir par curiosité de suivre un enseignement en mathématiques pour ne pas trop s'ennuyer pendant ce redoublement. À ce moment-là, il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas que ce choix va se révéler déterminant. Parce que les mathématiques, pour lui, c'est une véritable révolution. On peut dire qu'il se passionne d'entrée de jeu pour cette discipline. Il se met à lire les manuels de mathématiques de manière frénétique, ceux de Lagrange, de Legendre, c'est la vieille génération de mathématiciens français, mais aussi il s'intéresse à des travaux novateurs, les travaux de Cauchy, de Fourier, de Poisson, qui presque tous sont passés par l'école Polytechnique.
on peut imaginer que c'est à partir de ce moment-là que le jeune homme se met en tête d'entrer à son tour un jour dans cette prestigieuse école polytechnique. À la fin de l'année 1828, Évariste remporte le premier prix au concours général de mathématiques. Seulement, si l'on enlève les mathématiques, il est assez mauvais élève dans les autres matières. On peut même dire que c'est un cancre. On peut lire dans ses bulletins des années 1827-1829, travaille peu, cause souvent. Sa facilité, à laquelle il faut croire, quoique je n'en ai encore eu aucune preuve, nous dit un professeur, ne le conduira à rien. Conduite fort mauvaise, écrit un autre. Caractère peu ouvert, il vise à l'originalité. Ça n'était pas un compliment à l'époque. Fort distrait, dit un autre professeur. Travail nul. On lit aussi dans ce bulletin. Il n'y a trace dans ses devoirs que de bizarrerie et de négligence. Et les professeurs soulignent tous, d'une manière ou d'une autre, le grand amour-propre qui domine le caractère de cet élève un peu rebelle. Le seul compliment, finalement, c'est le professeur de mathématiques qui s'émerveille devant ce jeune prodige et qui écrit « Cet élève a une supériorité marquée sur tous ses condisciples. Il ne travaille qu'aux parties supérieures des mathématiques. » Oh mon Dieu, le beau compliment. Il n'a retenu dans la matière, en quelque sorte, que ce qu'il y a d'élevé. Il est dominé, vous l'aurez compris, ce jeune Évariste, par une sorte de fureur des mathématiques. Alors il va faire ses premiers pas dans la recherche, si l'on peut dire. Un de ses articles sur les fractions continues est publié dans les Annales de Gergonne. Et après ce premier succès, il commence la rédaction d'un mémoire consacré à la théorie des équations, un mémoire qu'il envoie à l'Académie des sciences. Alors, les fractions continues, la théorie des équations, etc., ne me demandez pas trop de quoi il s'agit. Ça me ramène à des souvenirs lointains et douloureux, disons. Alors, Évariste s'apprête à devenir, je crois que tout le monde l'a compris, un grand mathématicien. Et pourtant, il va recevoir, après ce premier envoi à l'Académie des sciences, il reçoit une réponse négative. Premier échec, un premier échec dont on pourrait croire qu'il sera le seul. Pas du tout. Ça ne fait que présager un certain nombre de déboires à venir. On a l'impression que l'esprit de ce jeune homme est beaucoup trop ductile, beaucoup trop vif, beaucoup trop imaginatif pour rencontrer une réponse favorable dans une société qui n'était pas faite du tout. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'incroyable destinée du jeune Évariste Galois qui ne rêve que d'une seule chose, on l'a bien compris, devenir un grand mathématicien reconnu. Alors à quoi correspond cette Académie des sciences dans laquelle il veut tellement rentrer ? Mais c'est l'Académie fondée par Colbert et Louis XIV, vous savez, dont on a célébré l'année dernière les 350 ans. L'Académie a été fondée en 1666. Voici ce qu'elle dit elle-même de son histoire. En 1666, Colbert crée une académie qui se consacre au développement des sciences et conseille le pouvoir en ce domaine. Il choisit des savants, mathématiciens, physiciens qui tiennent leur première séance le 22 décembre 1666 dans la bibliothèque du roi à Paris. Pendant ces 30 premières années, l'Académie fonctionne sans statut. Le 20 janvier 1699, Louis XIV lui donne son premier règlement et la place sous sa protection. L'Académie royale des sciences siège au Louvre, comme toutes ses sœurs d'ailleurs, qui vont longtemps siéger au Louvre. Alors évidemment, l'Académie va subir quelques épreuves au moment de la Révolution, là encore comme les autres, avant de retrouver son indépendance par ordonnance royale, une ordonnance de Louis XVIII du 21 mars 1816. Alors, lorsque Évariste Galois présente son mémoire à l'Académie des sciences, on est à la fin des années 1820, vous avez bien compris que ça ne passe pas. Il faut vous dire que le mémoire en question est peu conventionnel, les travaux d'Évariste ne ressemblent en aucun cas à ce que les académiciens sont habitués à voir ou à étudier. Le jeune homme est partisan d'une nouvelle méthode qu'il appelle l'analyse de l'analyse, et il note parfois « on trouvera la démonstration », comme pour dire on avance, on ne va pas s'attarder. C'est tout à fait le contraire de tout ce qu'on avait fait jusqu'alors. Gilles Deleuze a dit que la pensée d'Évariste procédait par bond, à la manière d'un chien qui cherche plutôt que d'un homme raisonnable qui expose. Peut-être dépasse-t-elle toute démonstration, nous dit-il. Il n'empêche que
aux yeux d'Évariste Galois, la réponse négative de l'Académie a été une déception, même une grande déception, dont la frustration n'a fait sans doute qu'accroître son désir de reconnaissance. Si l'Académie l'a refusé, il est convaincu que ce ne peut être que pour de mauvaises raisons, ce qui ne veut pas dire qu'il se décourage pour autant. À l'été 1828, il va tenter le concours d'entrée à Polytechnique et voilà qu'il est recalé. C'est pas grave, il va persister l'année suivante. Il prépare de nouveau le concours seulement au printemps 1829, alors même qu'il se prépare à aller passer de nouveau l'oral de Polytechnique, on l'informe d'une triste nouvelle, son père est mort. Son père s'est suicidé. Quelques jours plus tard, Évariste, qui a été totalement secoué par l'événement, vous l'imaginez, va échouer pour la seconde fois au concours d'entrée à Polytechnique. Il est bouleversé par la mort de son père. Ça ne l'empêche pas d'avoir toujours cette idée, cette envie de faire carrière. Il va, si j'ose ainsi m'exprimer, se rabattre sur l'école normale supérieure, qu'on appelle à l'époque l'école préparatoire. Elle ne reprendra son nom qu'au moment de la monarchie de Juillet. Et c'est donc sur les bancs de ce que nous appellerons l'école normale qu'il fait la connaissance de celui qui va devenir son ami le plus proche, Auguste Chevalier. Auguste Chevalier est un Saint-Simonien. Nous verrons dans un instant avec mon invité ce que cela signifie. Alors, Évariste est encouragé par ce succès, puisqu'il est maintenant normalien. Il va présenter un second mémoire pour le Grand Prix de mathématiques de l'Académie des sciences. Il attend les résultats le jour de leur promulgation. Seulement voilà que le prix est attribué à deux autres mathématiciens, à Abel et à Jacobi. Le nom d'Évariste Galois n'est même pas cité. Alors quand même, le jeune homme se renseigne. Il voudrait au moins savoir ce qu'on a pensé de ses travaux. Seulement lorsqu'il pose la question, on lui répond que son travail n'a pas été retrouvé dans les papiers du secrétaire de l'Académie et qu'il a donc dû être considéré comme perdu. Vous imaginez ça quand même, cette académie qui perd des travaux aussi importants. Ça affecte vraiment Évariste Galois qui sent la révolte le gagner. Il est maintenant plein d'amertume. Il est persuadé qu'on l'a volontairement tenu à l'écart, qu'on refuse de reconnaître sa véritable valeur et sans doute que la haine des institutions qui désormais caractérisera le jeune homme a trouvé, sinon sa naissance, en tout cas un énorme encouragement dans cette attitude. Au sein de l'école normale, enfin de l'école préparatoire devrais-je dire, son attitude se fait dès lors de plus en plus réfractaire, jusqu'à provoquer un certain nombre de tensions avec le directeur de l'école, contre lequel il va déverser littéralement sa colère. Le directeur en question s'appelle Guignot. Évariste critique le fonctionnement du monde scientifique, et il le fait ouvertement, il ne se cache plus. Un discours qui trouve évidemment un certain écho dans la doctrine révolutionnaire de l'époque, dans la doctrine qu'il faut bien appeler républicaine de l'époque. Et pourtant, au moment des événements qui secouent la société en juillet 1830, les 27, 28 et 29 juillet, ces 3 journées qu'on appelle les 3 glorieuses, eh bien, Évariste Galois n'est pas partie prenante à la Révolution. Il se trouve à l'époque consigné comme tous ses camarades de l'école, bien entendu. Le directeur de Normale leur a interdit d'aller au feu. Il les a menacés, si jamais l'un d'entre eux bronchait, d'appeler la gendarmerie. Et selon un certain nombre de témoignages qui ont été confiés au premier biographe d'Évariste Galois, il s'appelait Paul Dupuis, Évariste aurait tenté quand même de faire le mur. Il aurait tenté de partir dans la nuit du 28 au 29 juillet pour essayer de rejoindre les insurgés, malgré les consignes, mais sans succès. Quelques mois plus tard, Évariste prend la plume pour critiquer d'une manière incroyable, d'une manière virulente, l'attitude du directeur de l'école normale pendant les 3 glorieuses. À son propos, il écrit en lui « Tout annonce les idées les plus étroites et la routine la plus complète ». Moins d'une semaine plus tard, inutile de vous dire qu'il doit faire ses adieux à ses camarades. Il est exclu de l'école normale supérieure. Oh, comme c'est bizarre. On est en décembre 1830. Paris, à cette époque, est la proie d'une très grande
agitation souterraine mais qui n'en est que plus violente, avec des émeutes qui sortent d'un peu de partout. Ce sont les républicains qui sont frustrés de leur révolution. Ils ont vu finalement le cousin du roi, Louis-Philippe d'Orléans, devenir roi à sa place. Évariste, désormais exclu du système universitaire, va se montrer cette fois beaucoup plus actif, et tout comme il s'est plongé dans les mathématiques avec une sorte de fureur, il va se lancer avec passion dans ce qu'il faut appeler évidemment la politique. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il a eu une vie courte, une vie fulgurante. Vous nous racontez l'histoire d'Évariste Galois, ce jeune mathématicien révolutionnaire qui a voulu se lancer après les mathématiques en politique. Ah oui, et qui s'engage avec les plus virulents de ces hommes virulents, nous raconte son biographe. Il fut de tous les soulèvements, de toutes les émeutes qui début 1831 agitèrent Paris. Il s'enrôla dans l'artillerie de la garde dissoute dans la foulée, et il y fit connaissance avec Duchâtelet, Ernest Duchâtelet, un étudiant en droit qui devint son ami, peut-être même bien plus qu'un ami, un frère d'armes et de sang qui faisait les 400 coups aux quatre coins de Paris. Et cette ville qu'il aimait tant, cet abrégé du monde que pour rien au monde il n'aurait quitté, au nom des trois couleurs, Évariste lui infligea les derniers outrages, du faubourg Saint-Antoine au jardin du roi, du Mont de Piété à la porte Saint-Denis. Il est de tous les banquets, il est de toutes les insurrections certes avortées dans l'œuf. Il faut vous dire que Évariste désormais est membre de la Société des Amis du Peuple qui a été fondée pendant les Trois Glorieuses, un projet républicain. Vous trouvez des noms comme ceux de Blanqui, de Raspail. Ce sont eux déjà qui en août 1830 s'étaient opposés à la prise du pouvoir par Louis-Philippe. Et en mai 31, Évariste participe à un grand banquet républicain, le banquet des Vendanges de Bourgogne. 200 personnes sont présentes. Il y a là le Raspail dont je vous parlais, Alexandre Dumas, etc. Et vers la fin du banquet, on voit le jeune homme se lever, brandir dans une main son verre, dans l'autre un poignard ouvert, et s'exclamer « À Louis-Philippe !» C'est une drôle de façon de porter un toast avec un poignard, bien entendu. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser qu'il sera arrêté à Bourg-la-Reine dès le lendemain? Il est jugé, il est acquitté. Il faut dire qu'il s'est justifié en précisant qu'il avait en réalité porté un toast à Louis-Philippe s'il trahit, ce qui diminue un tout petit peu sa responsabilité. Le 14 juillet 1831, il est de nouveau arrêté avec d'autres membres de la Société des Amis du Peuple, cette fois en train de planter des arbres de la liberté. Alors ça nous entraînerait loin, mais rappelez-vous qu'en 1793, c'est-à-dire dans les heures les plus jusqu'au boutiste de la Révolution, on avait pris l'habitude de planter un peu partout ces arbres de la liberté qui étaient en quelque sorte le symbole d'un ferment révolutionnaire. Et il les a plantés, ces arbres, dans des lieux très symboliques, la Bastille, la place de la Concorde, etc. Inutile de vous dire que c'est exactement le contraire de ce à quoi aspiraient les dirigeants de l'époque, et notamment les ministres de la monarchie de Juillet qui voulaient étouffer toute forme de révolution. Cette fois-ci, il est condamné à la prison, on l'enferme à Sainte-Pélagie, les conditions de détention sont horribles, mais il y a pire. Quelques jours après son emprisonnement, il apprend que son mémoire, parce qu'il avait envoyé un 3e mémoire à l'Académie, son mémoire a encore été refusé par les académiciens Poisson et Lacroix. Là, mais c'est même plus furieux. Il prépare une réponse, une revanche sous la forme d'un ouvrage qui mêle ses développements mathématiques à des conceptions sur le monde de la science. Quand la concurrence, c'est-à-dire l'égoïsme, ne régnera plus dans les sciences, écrit-il, quand on s'associera pour étudier, au lieu d'envoyer aux académies des paquets cachetés, on s'empressera de publier ses moindres observations pour peu qu'elles soient nouvelles, et on ajoutera « je ne sais pas le reste ». Vous imaginez ça ? À la prison Sainte-Pélagie, il y aurait, dit-on, Raspail avec lequel Évariste partage un terrible dégoût des institutions. Évariste Galois confie un jour à Raspail: mais que se passe-t-il dans mon être? Il est ivre, il faut vous dire. Je porte 2 hommes en moi et malheureusement je devine celui qui emportera l'autre. Je suis trop impatient d'arriver au but. Je n'ai pas le temps, il ne croit pas si bien dire. Il est libéré
en mars 32 et à sa sortie de prison, il découvre d'autres passions et cette fois c'est une passion amoureuse. En effet, il tombe sous le charme d'une jeune femme, Stéphanie Potrin du Motel. Sur ses manuscrits, on va voir désormais le mathématicien qui avait l'habitude de dessiner des symboles révolutionnaires et républicains, mêler ses initiales à celles de la jeune fille, de la jeune femme. De cet amour, il ne connaîtra en vérité que les prémices parce que quelques semaines plus tard, il est provoqué en duel et la veille du duel, le 29 mai 32, il écrit une longue lettre en forme de testament scientifique. Il adresse la lettre à Auguste Chevalier, son grand copain. Tu prieras publiquement Jacobi ou Gauss de donner leur avis, non sur la vérité, mais sur l'importance des théorèmes. Après cela, il y aura, j'espère, des gens qui y trouveront leur profit à déchiffrer tout ce gâchis. Je t'embrasse, avec effusion, Évariste Galois, 29 mai 1832, et le 30 mai, au matin, il va être retrouvé blessé par balle du côté de l'étang de la Glacière. On le transfère le plus vite possible à l'hôpital Cochin et 24 heures plus tard, le 31 mai, à 10 heures du matin, il est là qui est en train de rendre son dernier soupir dans les bras de son jeune frère Alfred et juste avant de mourir, Évariste glisse à son frère « Oh, ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans ». Bonjour François-Henri Désérable, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait flamboyer cette vie déjà fulgurante et avec vous nous allons essayer d'éclaircir un certain nombre de points. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes en plein 19e siècle, au cœur de l'histoire d'Évariste Galois, ce jeune homme passionné par les mathématiques et qui rêvera longtemps de devenir un grand mathématicien. Pour en parler, vous recevez François-Henri Désérable. Il est écrivain et il a signé le roman Évariste, paru en janvier 2015 chez Gallimard. Alors pour vous qui êtes romancier, c'est une vie merveilleuse, bien entendu, et en même temps, une vie qui pose un certain nombre de questions. D'abord la mort, si je puis dire. Je n'ai quasiment pas parlé de ce duel, tout simplement parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Qui a tué Évariste Galois ? Est-ce que vous pouvez apporter une réponse à cette question, François-Henri Désérable ? Alors c'est ce qui est intéressant dans la vie d'Évariste Galois, c'est qu'il y a des tas de trous, et il m'importait de pouvoir essayer de venir les combler, de pouvoir pallier les lacunes de l'histoire d'Évariste en romançant parfois. Il y a plusieurs hypothèses sur le duel. La première, c'est celle d'un suicide qui aurait pu servir la cause républicaine, c'est-à-dire qu'Évariste, à 20 ans, était las de la vie. Son mémoire, vous l'avez dit, a été remis à Cauchy une première fois, égaré, soumis à l'Académie des sciences, égaré une deuxième fois, soumis à Siméon Denis Poisson, dont le nom se trouve aujourd'hui sur la Tour Eiffel, et incompris. Donc les mathématiques, ça ne marchait pas, en tout cas à ce moment-là. C'est quand même assez extraordinaire. On pourra y revenir d'ailleurs, mais est-ce qu'on a une idée de ce qui rebutait les académiciens dans le mémoire qui leur était comme ça constamment remis ? Pourquoi refusait-il en quelque sorte de lire Évariste Galois ? Alors, ce n'est pas qu'il ne le lisait pas, c'est qu'il ne le comprenait pas. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'Évariste, vous l'avez dit, sautait à pieds joints sur les calculs, faisait l'analyse de l'analyse, court-circuitait les raisonnements, était très peu académique dans ses démonstrations. Et la deuxième, c'est que sa pensée était tellement révolutionnaire qu'il aurait fallu sortir de son propre schéma de pensée pour saisir la profondeur de celle d'Évariste. Alors Poisson, lorsqu'il a examiné le mémoire, était un peu comme les cardinaux inquisiteurs face aux travaux de Galilée, incapables de saisir la profondeur de cette pensée, dont on a compris le caractère révolutionnaire que des années après la mort d'Évariste, puisque ses travaux ont été publiés en 1845. Et surtout, on les a compris en 1870 et il continue à produire des effets aujourd'hui, à être fécond puisque le théorème de Fermat... on y viendra tout à l'heure. Alors, donc ça c'est la première hypothèse de ce duel, ce serait une sorte de suicide. Quand vous dites suicide, ça veut dire qu'il n'y aurait eu personne en face ? Non, mais c'est-à-dire qu'il aurait voulu se laisser mourir en duel. Un peu à la façon Pouchkine, d'une certaine façon. Alors, Pouchkine, oui, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, il aurait voulu se laisser mourir en duel pour qu'il y ait un soulèvement républicain lors de son enterrement, pour que les républicains qui étaient 2000 suivant son cercueil puissent renverser Louis-Philippe. Ça n'a pas eu lieu, mais ça a eu lieu 2 jours plus tard, le 4 juin 1832, lors des obsèques du général Lamarque, et obsèques qui sont racontées dans les pages sublimes de Victor Hugo dans Les Misérables. Deuxième révolution noyée dans le sang, voilà. faut le dire. La deuxième hypothèse, c'est celle d'un complot.
Alors certains l'ont évoqué, pour ma part je porte assez peu de crédit à cette hypothèse, c'est-à-dire qu'Évariste était un ardent républicain, on l'a dit, il avait porté un toast à la mort du roi s'il trahissait, et on aurait voulu en quelque sorte grimer un assassinat politique sous les oripeaux d'un duel pour se débarrasser d'un dangereux républicain qui aurait pu attenter à la vie du roi. Bon, oui. C'est lorsqu'il y a un mystère, on essaye parfois d'expliquer tout cela. J'espère que la troisième hypothèse est plus convaincante, parce que les deux premières sont quand même un peu tirées par les cheveux, il faut bien le dire. Et la troisième est la plus partagée, et c'est la mienne, c'est celle d'une stupide querelle amoureuse. Voilà. Alors vous l'avez dit tout à l'heure. On revient à Pouchkine encore une fois. Là, on revient à Pouchkine, à mi-chemin des deux. Exactement, qui a été tué par un Français qui s'appelait Dantès, comme le héros du Comte de Monte Cristo. Et donc cette hypothèse est celle d'une stupide querelle amoureuse. Lorsque Évariste se trouvait en prison en 1832, il y a fêté son 20e anniversaire. Et alors, il n'a pas été relâché tout de suite. Il a été relâché parce qu'une épidémie de choléra est arrivée dans Paris en mars 1832. Elle avait pris Eguel en Prusse. Elle a pris, on pense qu'elle a peut-être pris Champollion et puis aussi le président du Conseil ici à Paris. On a raconté d'ailleurs à ce micro l'épidémie de choléra de 1832. Donc épidémie de choléra, et par mesure de précaution, on vide les prisons et Évariste se trouve dans une maison de santé qui se trouvait rue de l'Oursine à Paris. Aujourd'hui, c'est la rue Broca. Dans cette maison de santé se trouvait une jeune fille, Stéphanie Pautrin du Motel, et il en est tombé amoureux. Et alors là, tout est un peu plus mystérieux, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé entre eux. On imagine qu'il y a eu une histoire, et il est fort possible que cette Stéphanie avait deux prétendants, donc Évariste et un autre jeune homme républicain, puisque Évariste, dans une lettre, dit qu'il a été provoqué en duel par deux républicains, qu'il a essayé d'éviter ce duel, mais que malheureusement, il a été acculé, et donc il s'est battu le lendemain. Comme c'était avec un ami, sans doute que l'un des deux pistolets n'était pas chargé, on les a tirés au sort, et Évariste a pris une balle dans le ventre. Il a été récupéré par un paysan, comme ça, au bord d'un champ, qui l'a emmené à l'hôpital Cochin. Il est mort 24 heures plus tard dans les bras de son frère, après avoir dit cette phrase magnifique que vous avez citée. Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. Oh, c'est absolument effrayant. Et en même temps, c'est un gâchis sans nom, parce que Évariste Galois n'aura jamais vu reconnu. Vous nous dites que tous ces travaux ne seront reconnus qu'une 10, 12, presque quinzaine d'années plus tard, en fait. Donc, il n'aura jamais eu la satisfaction de se voir reconnu comme un grand mathématicien. Non, alors gâchis, c'est le terme, oui, puisque dans sa dernière lettre qu'il a écrite lors de la dernière nuit, il écrit « Certains trouveront peut-être à déchiffrer tout ce gâchis », et il écrit également « Souvenez-vous de moi, puisque le sort ne m'a pas donné assez de vie pour que la patrie sache mon nom. » Mais c'est quand même inouï. Comment pouvait-il savoir qu'il allait laisser la vie dans un duel, sachant qu'à l'époque, ces duels au pistolet faisaient très rarement des morts, en fait. C'était pas des duels à mort, normalement. Comment c'est une grande question, d'autant plus que lorsqu'on se battait entre amis, on s'arrangeait en quelque sorte pour tirer à côté. Un petit peu à côté, oui. Et c'est à partir de... Et il y a un autre mystère, c'est qu'il a été abandonné pour mort au bord du champ, alors que normalement ses témoins auraient dû le prendre et l'amener à l'hôpital. Et c'est à partir de tous ces éléments qu'on a pu échafauder la théorie du complot. Donc il y a cette dernière nuit d'Évariste où il noircit du papier en essayant de livrer le plus possible de ce qu'il a à dire, en fait, le reste. Oui, alors cette nuit, c'est vraiment le point d'orgue d'une vie qui a été menée tambour battant, une vie frénétique, dominée par la fureur mathématique, la fureur politique et enfin la fureur amoureuse. Et alors c'est ce moment où Michel-Ange est avec son pic face à ce bloc de marbre qui deviendra la Pietà, où Rembrandt est face à cette grande toile blanche qui deviendra la Ronde de nuit, et où l'esprit d'Évariste, le fruit d'une réflexion intense de plusieurs mois, va quitter les limbes de l'esprit d'Évariste pour se poser noir sur blanc sur quelques pages, 7 pages qui sont en quelque sorte le legs sacré d'un génie, qui forme son testament mathématique dans lequel il résume l'essentiel de sa pensée. Et ces 7 pages sont très émouvantes. Elle se trouve avec son mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux. Si vous avez des questions sur les mathématiques, surtout, je vous prie de les garder pour vous. On sent d'un seul coup un certain flottement dans ce sujet, à part évidemment Anissa qui connaît tout ça par cœur. Voilà, mais je ne suis pas meilleur que vous en mathématiques, hélas. Lorsque j'ai publié ce livre, un de mes professeurs de mathématiques m'a envoyé une lettre et m'a dit jamais je ne pensais voir votre nom accolé à celui du Rimbaud des mathématiques, parce que moi j'ai eu 5 au bac. Et donc ce mémoire et cette lettre se trouvent aujourd'hui à l'Académie des sciences, et c'est très émouvant, j'ai pu les consulter.
Alors, ça a été un petit peu compliqué puisqu'il faut être parrainé par un membre de l'Académie. J'ai eu une lettre de parrainage, je suis arrivé avec ma lettre. J'ai demandé à les consulter. On m'a dit, écoutez monsieur, on ne les sort plus puisqu'il y a quelques années, un Japonais s'est mis à pleurer comme ça, des larmes d'émotion sur le mémoire et la lettre. Donc j'ai promis d'essayer de me contenir et on me l'a amené comme ça avec des gants blancs sur un petit futon vert. Et alors, on voit dans les marges du mémoire des phrases écrites lors de la dernière nuit comme... Il y a des développements à faire ici, mais je n'ai pas le temps. Et puis on voit dans la lettre le nom d'Évariste entremêlé à celui de Stéphanie. Et on voit cette écriture qui se fait de plus en plus nerveuse, de plus en plus fine, de plus en plus serrée à mesure que l'on tourne les pages. Et on sent vraiment cette bougie qui se consume, ce jour qui va se lever avant que la nuit éternelle ne tombe sur la vie d'Évariste. Nous allons dans un instant revivre l'enterrement d'Évariste Galois qui, à sa façon, a été un événement historique. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est la vie d'Évariste Galois. Et quelle vie que vous nous racontez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité, François-Henri Désérable. Il est écrivain et il a signé ce roman paru chez Gallimard qui s'appelle tout simplement Évariste. C'était presque un sujet trop facile, j'allais dire. Quand on est en face d'un si beau modèle, la difficulté du romancier, c'est d'aller trouver des éléments autres, d'aller chercher des fioritures, parce que vous avez toute la matière là. Elle était dans la vie même du personnage. Alors j'ai toute la matière. C'est vrai qu'Évariste a une vie éminemment romanesque, très remplie dans le peu de temps qui lui a été imparti sur cette terre. Mais en même temps, il y a des zones d'ombre, il y a des trous, il y a oui une biographie qui est comme ça, pleine de trous, qu'il m'importait de pouvoir combler. Je voulais pouvoir romancer, échafauder des hypothèses et puis m'amuser aussi à les déconstruire parfois. Alors le 2 juin 1832 ont lieu les obsèques du pauvre et du jeune Évariste, et évidemment, ce sont des amis proches qui portent son cercueil. Il y a pas mal de républicains, affichés ou non, à cette cérémonie. Ils sont 2000 à suivre le cercueil, et alors, étonnamment, une autre zone d'ombre, on ne l'enterre pas, mais on le met dans la fosse commune du cimetière du Montparnasse, de telle sorte qu'on n'a jamais... On l'enterre, mais dans la fosse commune. Oui, dans la fosse commune, de telle sorte qu'on n'a jamais retrouvé son corps, et il y a à Bourg-la-Reine un cénotaphe, un tombeau vide, avec le nom d'Évariste Galois, mais son corps n'est plus là. Il y a des discours qui sont quand même prononcés à cette occasion. Le mot mathématique n'y figure pas, c'est quand même énorme. Non, Évariste était considéré à 20 ans comme un fauteur de troubles républicain et personne ne pouvait savoir qu'il resterait dans l'histoire comme le génie, comme le Rimbaud en quelque sorte des mathématiques. Alors, il y a quand même quelqu'un qui est là, qui reste pour essayer de le faire connaître et pour faire vivre sa mémoire, c'est l'ami avec un grand A, c'est Auguste Chevalier dont je disais un mot tout à l'heure. Oui, Auguste Chevalier semble faire partie de ces hommes à qui le destin a assigné une toute petite tâche qu'il a remplie. Je pense par exemple à Isambard, vous savez, ce premier professeur de français du jeune Arthur Rimbaud à Charleville. Chevalier est le dédicataire de la dernière lettre d'Évariste et alors il n'y comprenait rien, mais il pressentait qu'il y avait là quelque chose d'important et il l'a fait publier assez rapidement. Et puis en 1845, Joseph Liouville a publié les travaux d'Évariste dans une revue mathématique, et ça n'est qu'à partir de 1870, sous l'influence de Sophusli, qu'on prend conscience de l'importance de ces travaux et qui continuent à être féconds aujourd'hui. L'enfant du pauvre a écrit Auguste à propos de son ami dans la nécrologie d'Évariste Galois. L'enfant du pauvre, martyrisé par son génie, le cœur comprimé, les bras liés, la tête en feu, s'avance dans la vie de chute en chute, ou bien de supplice en supplice vers la morgue ou l'échafaud. Il y a une forme de romantisme échevelé aussi, bien entendu, dans l'esprit de tous ces jeunes gens. C'est l'époque, ça. Oui, bien sûr, et c'est aussi pour ça que la figure d'Évariste Galois m'a intéressé, puisque c'est l'incarnation du héros romantique, du génie fauché tragiquement dans la fleur de l'âge. Et c'est une sorte de Julien Sorel des mathématiques. Un peu, oui. Et c'est ce qui est intéressant, puisque on se plaît, lorsqu'un jeune homme très brillant meurt très tôt comme ça, on se plaît au jeu de l'Uchronie, on se demande, et si que serait-il advenu des mathématiques si Évariste Galois a vécu un peu plus de 20 ans Où en serait quel vers Rimbaud aurait-il laissé dans le sillage de ses semelles de vent s'il avait continué à écrire? Vous avez tout à l'heure parlé du Rimbaud des mathématiques, puis d'Isambard, qui a été l'éveilleur de Rimbaud. Là, vous citez de nouveau l'homme aux semelles de vent. Et il se trouve que l'exergue de votre ouvrage est emprunté à un très beau livre, Rimbaud le fils, un petit mais merveilleux livre de Pierre Michon. Je ne résiste pas au plaisir de lire ces quelques phrases. On ne sait pas si l'ambition précède et fomente le génie, à force de labeur, l'engendre,
ou si au contraire le génie déployant par pur miracle ses ailes s'avise après coup de l'ombre qu'elles font, des hommes qui accourent dans ce mirage, et dès lors, celui qui est le jouet de cet attribut fantôme et projette cette ombre, s'en infatue, veut l'accroître et se damne. Finalement, on peut dire que c'est l'ambition même d'Évariste Galois qui est son plus grand mystère. D'où venait cette volonté de faire reconnaître ses découvertes, ses avancées? Je crois qu'il avait conscience de son génie. Alors peut-être qu'il ne le signifiait pas comme ça. Il parlait peut-être de talent, d'éclat, mais en tout cas le signifié était le même. Et oui, il savait qu'il avait découvert quelque chose. Il aurait dû être admis à Polytechnique. Il en a conçu une haine viscérale des institutions, puisque. Alors, imaginons qu'Évariste Galois soit reçu à Polytechnique. La première fois, la deuxième fois, ça paraissait difficile pour les raisons qu'on a pu expliquer. Imaginons que les mémoires qu'il adressait à l'Académie des sciences aient été non seulement reçus, lus, mais couronnés, reconnus et admirés. On pourrait très bien imaginer qu'il soit mort très vieux monsieur, dans les années 1890 ou même peut-être 1900, et qu'il soit devenu un mathématicien mondialement célèbre. Ça s'est joué somme toute à peu de choses. La société lui a refusé l'entrée d'une certaine manière. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui fait sa gloire aujourd'hui, puisque s'il était mort comme ça, vieux barbon, à 80 ans, dans son lit, entouré des siens, je n'aurais sans doute pas écrit un livre sur sa vie. Vous nous avez dit tout à l'heure que les travaux d'Évariste Galois étaient difficiles à comprendre pour ceux qui, pourtant versés dans la matière à l'époque, étaient chargés de les juger. Voici ce que dit le rapport de Poisson et Lacroix sur le mémoire de Galois. Nous avons fait tous nos efforts pour comprendre la démonstration de Galois. Ces raisonnements ne sont ni assez clairs ni assez développés pour que nous ayons pu juger de leur exactitude. On peut attendre que l'auteur ait publié en entier son travail pour se former une opinion définitive. Ça n'aura évidemment jamais lieu. Pour le moment, nous ne pouvons pas proposer d'y donner votre approbation, disent-ils à propos de tous leurs chers confrères. D'ailleurs, sur ce mémoire, Poisson a noté « vu » et juste en dessous, Évariste Galois, lors de la dernière nuit, a noté « on jugera ». Ah mon Dieu. Et je crois que sans vouloir nous transformer aujourd'hui en censeurs de l'histoire ou en juges après coup, il est évident que l'histoire a jugé dans cette affaire. L'histoire a jugé. Aujourd'hui, Évariste est considéré comme un des plus grands mathématiciens de son temps. Vous nous parliez de Fermat tout à l'heure. Voilà, j'ai aussi écrit ce livre parce qu'Évariste est très connu de la communauté mathématique, mais pas assez, à mon sens, du grand public. Et il m'importait de pouvoir le sortir en quelque sorte de la fosse commune dans laquelle on a mis son corps en 1832. Moi, je l'ai découvert à l'âge de 15 ans. Je lisais un livre qui s'appelait Le dernier théorème de Fermat. Et vous savez, Fermat était ce diplomate français qui pratiquait les mathématiques en amateur. On l'appelait le prince des amateurs. Et il avait pour habitude d'annoter dans les marges d'ouvrages mathématiques. Et dans un ouvrage de Diophante, il note « J'ai la solution à ce problème, mais je n'ai pas assez de place pour la développer ici. » Et pendant 3 siècles et demi, tous les plus grands esprits se penchent sur ce dernier théorème de Fermat. Le fameux théorème de Fermat qui devient en quelque sorte l'horizon des chercheurs en mathématiques. Et en 1995, un Britannique, Andrew Wiles, après 9 ans de recherche dans la plus grande solitude et dans le plus grand secret, parvient enfin à résoudre ce dernier théorème. Et pour le résoudre, il utilise en partie les travaux d'Évariste Galois. Et donc, dans ce livre sur le dernier théorème de Fermat, l'auteur brossait en quelques pages le portrait de ce jeune homme qui, à 15 ans, avait découvert les mathématiques, à 18, les avait révolutionnées, à 20, était mort en duel. Et moi, ça m'avait totalement fasciné. C'est quelque chose que j'avais comme ça dans un coin de mon esprit depuis un certain nombre d'années. Oui. Ça a été en quelque sorte une revanche posthume, on pourrait presque dire, pour Évariste Galois. Pour Évariste, oui. Alors ça a été une revanche posthume. Est-ce qu'il peut l'avoir aujourd'hui? La question est vaine, le secret est bien gardé. Et selon son état d'esprit positiviste, en tout cas d'après lui, non. Non, je ne crois pas. Quelle est aujourd'hui sa postérité? Il y a des collèges, des lycées Évariste Galois. D'ailleurs, je pense que parmi ceux qui nous écoutent, et j'espère beaucoup que certains sauront désormais de qui on parle. Il y a des collèges, des lycées, des rues, des ronds-points. Il y a une plaque qui a été dévoilée il y a quelques mois par Cédric Villani au numéro 16 de la rue des Bernardins à Paris, qui est son dernier domicile. Et puis, il est de plus en plus connu. Il y a des colloques qui sont organisés. Et puis, peut-être qu'un jour, il y aura un film, un long métrage, puisque cette vie se prête totalement. Un long métrage dont vous serez le scénariste tout désigné, François-Henri Désérable. Votre ouvrage Évariste, qui était paru au début de l'année 2015 chez Gallimard, est déjà disponible en folio. Merci beaucoup de nous avoir tout simplement fait rêver. Un jeune homme parlant d'un jeune homme. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission consacrée à Évariste Galois, vous avez décidé de nous faire visiter le lycée Louis-le-Grand. Nous sommes donc au 123 de la rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement, au cœur du quartier latin, Franck. On peut dire que ce lycée a formé tellement de personnalités. C'est un professeur au Collège de France, Léon Célie de Beaumont, qui écrivait « Tout ce qui porte un nom en France date sa première jeunesse de Louis-le-Grand ». Vous savez que 3 de nos présidents de la République, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompidou, et puis aussi sous le régime de la Troisième République, Paul Deschanel, Alexandre Mirand, Raymond Poincaré, tous ont étudié à Louis-le-Grand, bien entendu, parmi énormément de célébrités. Dites-vous que des personnalités aussi variées que Molière, Voltaire, Hugo, Baudelaire, Michel Butor, Diderot, Paul Claudel, Théophile Gautier, Charles Péguy, Jean-Paul Sartre ont étudié au lycée Louis-le-Grand. Et des artistes comme Bonnard, Degas, Delacroix, Géricault, des hommes de science aussi, comme Jean Bernard, comme Charles Hermite, comme Poincaré, alors cette fois Henri Poincaré, le mathématicien, Jacques Hadamard ou un certain Évariste Galois, bien entendu. Il faut le citer, François-Henri Désirable. Oui, il y arrive à 12 ans et c'est là peut-être que son engagement républicain se forge, puisque la première année, lors de son arrivée, le directeur de Louis-le-Grand décide de décapiter le collège, d'expulser une centaine d'étudiants qui ont refusé de porter un toast au roi. Et puis c'est également là qu'il foule pour la première fois le parvis sacré du temple solennel, comme dirait Laurent, qu'il découvre le royaume des mathématiques, dont très vite il va devenir le souverain. Alors, ce lycée avait été le grand collège des Jésuites à Paris, bien entendu. C'était l'ancien collège de Clermont. Guillaume Duprat, qui était évêque de Clermont, avait légué en 1560 aux Jésuites une somme de 6 000 livres, qui était important, pour l'acquisition d'une habitation définitive en vue d'assurer la subsistance de 6 pauvres escoliers, disait-on à l'époque. Les Jésuites achètent donc en 1563 la cour de Langres. C'est un hôtel important, donc rue Saint-Jacques, bien entendu. Cet hôtel va être la cellule de ce qui deviendra donc le collège de la Société de Jésus, toléré par l'université sans pour autant qu'il y ait d'autorisation officielle et qui ouvre ses portes très vite, dès la rentrée, dès le 1er octobre 1563. Le collège de la Société de Jésus, qu'on appellera donc désormais collège de Clermont, va rencontrer un certain nombre d'obstacles. Le nouveau collège a décidé de donner à ses externes un enseignement gratuit, ce qui a joué un rôle non négligeable dans sa toute première, dans ses premiers succès. Les jésuites sont dès lors accusés de dépeupler tout simplement l'université, donc toujours cette espèce de concurrence très forte de la Sorbonne. Le collège est interdit de 1594 à 1618 et puis il va recevoir le patronage officiel de la monarchie. Et d'ailleurs, sous Louis XIV, il devient le Collegium Ludovici Magni, c'est-à-dire le collège Louis le Grand. Cette fois, ça y est. Alors, on a vu Louis XIV rendre une visite officielle au collège. Louis XV également viendra par la suite. Et Louis XVI, d'ailleurs, le jour où Louis XVI fait la visite au collège Louis le Grand, l'élève qu'on a choisi pour réciter le beau discours d'accueil, c'est Robespierre qui est agenouillé dans la boue et qui lit comme ça le discours au roi. Alors ensuite, sous la Révolution, ça devient le collège Égalité, puis un Prytanée, le Prytanée français en 1798. Là, c'est la discipline militaire qui règne. Il y a d'ailleurs, à l'époque, il y a carrément des cachots et le proviseur du collège demandait qu'il y ait carrément un cachot pour 100 élèves. Ça vous donne une idée de l'ambiance. Bon, une petite anecdote pour clore sur ce lycée Louis-le-Grand qui continue d'être tellement brillant aujourd'hui. Vous savez qu'on autorisait les élèves pendant les récréations à rester à l'abri l'hiver uniquement quand l'eau du bénitier gelait. Et un certain Arouet, n'est-ce pas, François-Marie Arouet, était allé vider l'eau du bénitier. Il l'avait remplacé par des glaçons pour avoir le droit de rester tranquillement près du poêle. Vous avez compris que ce Arouet n'était autre que Voltaire, bien entendu. Merci beaucoup, chère Anissa. Nous nous retrouvons demain en direct à 14h au cœur de l'histoire. Pour une émission consacrée à la terreur. À demain, 14h.